Légionnaire Kikabidj. Légionnaire Lambert. Nous sommes sur l'aéroport militaire de Calvi, un jour du mois de décembre dernier. Les légionnaires parachutistes du 2e REP répondent à l'appel avant de partir pour Abidjan en Côte d'Ivoire. Ils embarquent pour une opération de maintien de l'ordre à la demande du gouvernement français. Évidemment, quand même, une petite appréhension. Mais comme moi, je pense que tout le monde, d'abord, est sûr de soi, sûr de ce qu'il sait faire. Et ensuite, se raccroche aux structures existantes. Leur mission, constituer une force d'interposition entre les forces loyalistes du président Laurent Gbagbo et les rebelles. « 16 000 ressortissants français se sentent en danger en Côte d'Ivoire. Il faut le cas échéant assurer leur sécurité, car depuis quelques jours, la situation est tendue. Les Français n'ont plus la cote, ils sont accusés par les populations de faire le jeu de la sécession. Les légionnaires sont partis dans ce pays africain en proie à une guerre civile, avec des équipements impressionnants de nature à assurer leur protection en cas de nécessité. Il y a des roquettes anti-blindées légers, il y a des éclairants à main, il y a des grenades à fusil, des obus de mortier, il y a des Milan, des RX, c'est des missiles anti-chars. Ils sont affectés dans le nord du pays. Les légionnaires sont des soldats aguerris, familiers de ces terrains hostiles, prêts à risquer leur vie pour la cause qu'ils doivent défendre. Ok, on commence à avancer doucement. Un petit peu envie d'aller voir là où ça chauffe, quoi. Ces légionnaires, considérés comme des soldats d'élite et respectés à ce titre par les armées du monde entier, tranchent avec l'armée gouvernementale ivoirienne. Les soldats fidèles à Laurent Gbagbo ne sont pas réellement réputés pour leur efficacité ou pour leur sens de la discipline. En place, bon, et à vous, immobile. En place, bon. Aya. Aya. Il commande. Bien conscient des lacunes et de l'inexpérience de ses troupes, le président ivoirien a engagé une cinquantaine de mercenaires, surtout présents à l'ouest du pays, où il n'y a aucun militaire français, les mouvements rebelles de la zone n'étant pas concernés par le cessez-le-feu décrété en octobre dernier et supervisé par la France. Dans ce document exceptionnel, vous allez voir pour la première fois des mercenaires à l'œuvre en Côte d'Ivoire. Cet hélicoptère russe qui a décollé de l'aéroport de Daloa est piloté par des Bulgares. À son bord, 2 tonnes d'armes et de munitions destinées aux forces armées nationales de Côte d'Ivoire, l'armée fidèle au président Gbagbo. L'image est symbolique. À l'atterrissage de l'appareil à Blot-les-Quins, c'est un soldat blanc qui tient le drapeau ivoirien. La cargaison est rapidement déchargée sous la protection de nombreux militaires qui se tiennent sur leur garde. En effet, un peu plus tôt, des rebelles ont tenté une percée. Le chaudron de Blot-les-Quins, comme on l'appelle à l'état-major, est tenu par 300 militaires ivoiriens, encadrés et commandés par une vingtaine de mercenaires de plusieurs nationalités. Des Français, des Slaves, des Anglo-Saxons et même des Argentins. Ok. Parmi ces hommes, un Anglais, Jim, amicalement surnommé Oncle Jim par les Ivoiriens.
Un Australien, Gary, avec son inséparable chaton, et Gilles, un Français, ici à droite de l'écran. Ce sont tous des professionnels de la guerre, surentraînés et habitués au théâtre d'opérations africain. Loin de rouler des mécaniques, ce sont des hommes discrets. Seul Jim a accepté de nous parler de son métier et de ses motivations, réelles ou supposées. Je pense que c'est plus pour l'adrénaline, pas toujours pour l'argent. Encore que, en vieillissant, quand on a 47 ans comme moi, on commence à penser à l'argent. Gilles s'est finalement confié à nous, mais à Paris, au mois de janvier dernier, après le renvoi de tous les mercenaires de Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire vers la mi-octobre de l'année dernière, donc 2002. Notre employeur était l'État ivoirien. Nous étions au début une trentaine. Rapidement, certains nous ont laissés parce que les conditions qu'ils ont trouvées sur place n'étaient pas celles desquelles ils s'attendaient. Il s'agissait de mener des missions de combat alors que certaines personnes ne s'attendaient pas à ce que la situation soit si dure. Il faut dire qu'à Blo-les-Quins, position cernée par les rebelles, les accrochages étaient quasiment quotidiens. T'es pas là, ça tire de là-bas. De jour comme de nuit. Il est 5 h du matin, ces soldats pas comme les autres se racontent leurs faits d'armes autour d'un feu de camp. Brusquement, des tirs d'armes automatiques retentissent dans la nuit. Ta, fling, là c'est eux. Il y a un pour nous là même en haut là-bas, t'attends. Bon, ça va passer. Le branle-bas de combat est décrété. Voilà. Calmement, Gary, avec un flegme très britannique, se lève et donne les premiers ordres. Jim est allé voir ce qui se passe. Apparemment, rien de bien sérieux. Repos, du calme. Une fausse alerte. Il faut bien avouer que ces hommes en ont vu d'autres. En tout cas, pas de quoi émouvoir Gary qui pense avant tout à son café du matin. Ok, mais revenu hein. Retour 1 de Lima. C'est vous qui tirez là? Bon, il faut mettre de l'ordre en bas là, parce que visiblement il n'y a personne qui répond en face, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'ennemis. C'est pas la peine de gaspiller les munitions pour rien. Bien pris, parlez. Le réveil matinal. C'est vraiment une guerre étrange. À un moment, c'est très chaud, et le moment d'après, tu bois une tasse de café autour du feu. C'est ça qui est étrange. Mais je ne dirais pas que c'est une sale guerre. Qu'est-ce que vous pensez de l'ennemi? J'ai été surpris, parce que quand je suis arrivé, pour moi, c'était pas vraiment la guerre. Mais en fait, ils sont bien meilleurs que ce que je croyais, surtout sur le plan de la guérilla. À l'aube, ces mercenaires vont faire le tour des positions pour sonder le moral des troupes. Leur métier leur impose une grande polyvalence. Ils sont parfois chefs de chantier, ce qui les amène à construire des tranchées et des bunkers pour aménager des postes de combat. Là, ils sont venus à 20 mètres. Là, pour refaire le poste de combat pour une boussole. Là, ici, là. Non, mais là, il est bon, celui-là, faut le démonter, là. C'est celui-là, il faut refaire. Ah oui, on peut refaire. À d'autres moments, ils essayent de motiver des soldats ivoiriens indolents, voire déconcentrés. Bon, j'ai compris. Vous montez un poste là-haut. Vous mettez des sacs de sable, vous montez un poste avec une pièce. Vous mettez ça sur l'autre côté, vous mettez sur le toit, il y a une personne qui bouge. C'est pas trop mieux comme position. Jim supervise le nettoyage des mortiers. Il n'arrive pas toujours à se faire obéir rapidement. Ils ont posé le mortier ici, mais comme il est réglé à 500 mètres, ils vont tirer sur les arbres. Tout se passe dans la bonne humeur, mais les soldats ivoiriens ne sont pas toujours faciles à commander. Et ils obéissent?
Des fois oui, des fois non. On espère qu'ils nous écoutent, mais c'est pas toujours vrai. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de travail, c'est le problème. L'armée ivoirienne ne peut pas être considérée comme très performante. C'est pour toucher une solde régulière et devenir fonctionnaire qu'on s'engageait dans les forces armées. Résultat, sur les 18 000 hommes officiellement enregistrés par le ministère de la Défense, quelques centaines à peine sont réellement opérationnels et à même d'être envoyés au front. Les observateurs éclairés sont unanimes. Sans les Français de l'opération Licorne au nord et sans les mercenaires à l'ouest, les rebelles auraient facilement conquis Abidjan. Le problème du soldat ivoirien, c'est qu'il manque d'entraînement. C'est une armée de temps de paix qui a connu 40 ans de paix civile. Mais je pense que les hommes en particulier qui sont restés avec nous pendant près de 45 jours à Bloléquin sont aujourd'hui de très bons soldats. Quant aux mercenaires, ils affirment être des hommes de principe et de fidélité. Une fois engagés, ils ne seraient pas prêts à changer de camp, même pour de l'argent. Et vous pourriez vous battre dans l'autre camp? Plus maintenant. J'ai choisi ce camp. Je parle pour moi, personnellement. J'ai choisi ce camp et je n'en changerai jamais. J'ai travaillé avec ces gens, qu'ils soient noirs ou blancs, ce que vous voulez, et donc je ne pourrai pas changer de camp. Maintenant oui, mais avant. Avant, probablement ça ne m'aurait rien fait d'être dans un camp plutôt que dans un autre, si le salaire avait suivi. Parce que je ne m'investis pas sur le plan affectif. Ici, en Côte d'Ivoire, vous êtes bien payé? Oui, plutôt bien. Je pense que c'est bien payé. C'est combien? Je touche 6 000 euros. Par mois? Par mois, oui. Et les Ivoiriens, de leur côté, se montrent plutôt satisfaits de leur professeur blanc. C'est tout ce qui est bien dans cette arme, c'est tout. Après la mort, il y a la vie. C'est efficace. Gary, Uncle Jim sont sympas. On s'entend très bien. Quand il s'agit de bosser, on bosse comme il se doit. Ils sont contents de nous sur le plan boss, donc on s'en met pas quoi. On a appris vraiment beaucoup. Et avant ça, moi je n'avais jamais utilisé le mortier, mais c'est vrai que j'ai vu ça au magasin d'armes, j'ai touché, mais je n'avais jamais utilisé. Mais on a appris beaucoup. Présentement, je peux lancer des obus comme je lance les billes. Quand on est attaqué, c'est eux qui mettent de l'ordre dans le groupe. S'ils n'avaient pas été là, on aurait perdu des éléments certainement. On est un peu habitué à ça. Mathieu 2. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les soldats ivoiriens très croyants s'en remettent aussi à la Bible et à Dieu. Puis il les envoyait à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes. Jim, lui, sait bien que les prières n'auront aucun effet s'ils tombaient entre les mains des rebelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu les gars. Vraiment à tous. Oui, ils nous mutileraient s'ils nous attrapaient. C'est pour ça qu'on fait des blagues à propos de nos tatouages. Ici, la plupart des mecs sont tatoués. Donc on vaut plus cher pour les Libériens d'en face. Parce qu'on est des œuvres d'art en quelque sorte. En fait, les rebelles n'auront jamais la peau de Jim. En effet, lors de sa visite à Abidjan le 4 janvier dernier, Dominique de Villepin a mis un terme à l'aventure des mercenaires en Côte d'Ivoire. Il a exigé et obtenu leur renvoi du président Gbagbo. C'était même la condition absolue à l'organisation de la table ronde de Marcoussis. Les mercenaires se sont donc exécutés. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Cela permet essentiellement à la France de réduire le peu de forces qui restaient dans l'armée ivoirienne, en particulier de se débarrasser des unités qui opéraient à l'ouest ivoirien, qui était la nôtre essentiellement, et ainsi de réduire aujourd'hui la Côte d'Ivoire en protectorat français. Quoi qu'il en soit, cet épisode marque peut-être la fin d'une époque, d'un âge d'or. La France paraît décidée à en finir avec ses soldats de fortune. Le 6 février dernier, le Sénat a même adopté un projet de loi réprimant l'activité des mercenaires. Si le texte était définitivement voté, les contrevenants encourraient une peine de 5 ans de prison. La France ayant